Depuis la décision retentissante de leur acquittement le 15 janvier par les juges de la première chambre de la Cour pénale internationale, l'issue de cette procédure ne laissait guère de doute. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont désormais libres et ont d'ailleurs quitté les célèbres prisons de la CPI où ils étaient en détention depuis des années. L'ex-président ivoirien et l'ancien ministre, acquitté de crimes contre l'humanité commis lors des violences post-électorales de 2010-2011, jouissent néanmoins en appel d'une liberté toute relative assortie de conditions très restrictives. Et ces dernières laissent penser que le bureau du procureur a repris la main sur le dossier vu que l'ensemble de ces demandes ont été accordées par les juges en appel. Au vu donc de ces conditions, peut-on toujours prétendre que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont effectivement libres? Quelle influence les dites restrictions peuvent avoir sur leur liberté d'aller et de venir? Laurent Gbagbo, qui dit vivre pour et par la politique, peut-il continuer à nourrir le vœu de retrouver sa terre natale dans la perspective d'un procès en appel? Quelle durée peuvent avoir les dites restrictions sur l'ancien chef d'État et son ministre? Enfin, peuvent-ils avoir une influence sur la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Ce scrutin à venir en Côte d'Ivoire semble en effet cristalliser toute l'attention, tant la bataille pour la succession semble déclarée entre tous les acteurs politiques. Du moment la constitution du RHDP en groupe parlementaire a donné lieu à un congrès au cours duquel personne n'a vu Guillaume Kigbafouri-Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, une absence qui semble ne laisser plus aucun doute sur ses réelles intentions pour 2020. La réponse du président Ouattara n'a pas tardé puisqu'il a annoncé la démission prochaine de Guillaume Soro de la présidence du Parlement. Cour pénale internationale, libération de Gbagbo et Blé Goudé sous condition, de quoi les priver d'un avenir politique immédiat? La question sera posée à nos débatteurs du jour, à chacun et à tous. Bonjour et bienvenue. Merci de votre confiance renouvelée à Angle de Vue. Le plateau du jour, sans plus tarder, on revient juste après ceci. À nos côtés aujourd'hui, Hilaire Kofidia, bonjour. Bonjour, monsieur Johannes. Vous êtes juriste, vous êtes également analyste politique. Face à vous, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour, Shalom. Vous êtes président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Vous êtes également spécialiste des questions de protection de sécurité. Souleymane Hamzat, ma première question est pour vous. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont quitté depuis vendredi, c'est effectif, les locaux de la CPI. Est-ce une décision de justice qui vous satisfait? Je veux déjà commencer par rendre gloire et grâce à Dieu pour avoir su maintenir le président Laurent Gbagbo en pleine et bonne santé, ainsi que le ministre Charles Blé Goudé. Je voudrais aussi remercier tous les panafricanistes qui se sont mis dans la bataille et qui ont permis que cette libération-là soit effective. Si nous en sommes arrivés là, ce n'est pas du fait de la justice, parce que je n'appelle pas ça un procès juste et équitable. On ne peut pas acquitter quelqu'un et acquitter. Il est acquitté, ça veut dire, monsieur, rentrez chez vous. Et en même temps, lui dit, bon, on va vous mettre quelque part là-bas, vous suivez. C'est pas possible. Donc, je ne suis pas juriste, expert en la matière. Il y a un éminent juriste sur le plateau avec lequel nous aurons l'occasion de partager, n'est-ce pas, ce point de vue. Mais en ce qui me concerne, je suis heureux, n'est-ce pas, du fait que le président Laurent Gbagbo soit sorti de ce goulag, j'appelle ça comme ça. Et je me rends compte que c'est maintenant que les grandes œuvres commencent. Et j'ai souvent pour dicton de dire que les grandes œuvres se réalisent dans le silence. Voilà. Hilaire Kofidia, le juriste, quelle appréciation fait-il? Vous étiez déjà sur ce plateau avec nous lors d'un précédent plateau où on avait constaté cet acquittement-là, où on disait qu'il n'y aurait absolument rien de retenu contre eux. Finalement, il y a eu appel du bureau du procureur. On a l'impression que le bureau du procureur a repris la main dans le dossier puisque la plupart donc, de ces exigences pour libérer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été retenues et donc confirmées par les juges de la chambre d'appel de la CPI. Vous aviez plutôt dit
qu'il n'aurait rien de retenu contre eux. Et je vous avais dit que le bureau du procureur ferait appel. C'était votre co-débatteur qui l'avait dit, pas moi. Moi, je posais les questions. Ok. Oui. Je vous avais dit qu'il qu'il a le droit de faire appel. Et c'est arrivé. Puisque l'appel est une voie de recours qui tend à réformer ou à annuler un jugement rendu devant une juridiction de premier degré. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que le juge d'appel est tenu de juger en fait et en droit la décision qui lui est dévolue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a la possibilité d'infirmer partiellement ou complètement ou de confirmer. Et j'avais dit ce jour-là aussi que du moment où l'appel est interjeté, l'exécution de la décision connaît un ralentissement. Une suspension. Une suspension. Voilà. Et nous en sommes là, dans la mesure où ils sont acquittés. Or, il y a une décision de la Cour de cassation française qui dit que lorsque vous êtes acquitté, vous êtes libéré. Et il n'y a plus de contrôle judiciaire sur votre personne. Résultat, vous recouvrez tous vos droits civiques. Mais là où le bas blesse, la Cour, la CPI, décide de motu proprio, c'est-à-dire de plein gré, de restreindre la liberté de Blé Goudé et de Gbagbo. Cela voudra dire que ces deux-là continuent d'être dans une prison à ciel ouvert. C'est tout. Voilà, donc c'est l'explication. Ils sont toujours en prison, en quelque sorte. Puisque les restrictions... Mais est-ce que cela... Ils sont en prison toujours, en quelque sorte. Parce qu'il y a toujours une main qui continue de diligenter ce procès. Lorsque on est en matière pénale et que l'on recherche le coupable, il faut diligenter une enquête approfondie. Or ici, tout est parti d'un litige électoral où Gbagbo a exigé le recomptage des voix, estimant que les 51,45% qui lui sont accordés contre 54,10% pour Ouattara ne sont pas justifiés. Mais que s'est-il passé? On a constaté que l'ONU s'est dépêché de détruire tout le matériel électoral. Gbagbo s'est fait prendre dans un piège cousu par des fils blancs. Cela voudra dire quoi? Cela dit, les blancs étaient derrière cela. Donc, c'est préparé. Et l'autre chose, bien que francophile, Gbagbo n'a pas été créé par une filière politique française. Et à un moment donné, il gênait. Et on a décidé alors de se séparer de lui. C'est ce qui est arrivé. Et lorsque vous voyez comment le droit est dit, on sent toujours que le droit est teinté par une ambition politique ou un désir politique. Ou il y a forcément quelqu'un tapé dans l'homme qui tire les ficelles. Sinon, comment comprendre que on vient violer une décision de la Cour de cassation qui estime que lorsque vous êtes acquitté, vous devez retrouver la plénitude de vos droits civiques. Mais est-ce que la Cour pénale internationale répond à la Cour de cassation française? Est-ce que c'est le même principe? Puisque ici, on sait que l'appel du bureau du procureur... La définition juridique du vocable acquitté n'a pas changé devant une juridiction de premier degré. Elle ne changera pas. Elle ne changera pas en appel. Et elle ne changera pas devant la Cour de cassation. Acquitté, c'est acquitté. On est d'accord? Donc, lorsque les parties ne sont pas arrivées à s'entendre et qu'on est allé en cassation, la Cour de cassation, en ce moment en France, a estimé que celui qui est acquitté doit recouvrer la plénitude de ses droits. Ce qui n'est pas le cas ici et qui surprend. C'est pourquoi on dit qu'on sent un glissement vers le politique. C'est-à-dire que Gbagbo fait peur. Et la libération, mi-figue, mi-raisin de Gbagbo risque de constituer, de contribuer à la redistribution de la carte politique. Mais est-ce que ce n'est pas effectif aujourd'hui qu'il y a forcément des velléités ou des possibilités de ne plus le retrouver si on le laisse rentrer en Côte d'Ivoire, puisque visiblement le procès n'est pas terminé, il y aura forcément un autre procès donc en appel où on aura pourquoi pas besoin de lui pour répondre à d'autres questionnements. La question m'est adressée. Vous parlez de fuite. Oui, possibilité qu'il se soustrait Laurent Gbagbo à la justice. Vous parlez de Laurent Gbagbo? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Ce monsieur, il est assez responsable et c'est quelqu'un qui assume. C'est quelqu'un qu'il faut connaître déjà, de par ses principes politiques. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit.
quand vous regardez son parcours, ce n'est fait que de ça. C'est pas le monsieur aux grandes ambitions, avoir des comptes garnis de droite à gauche. Hein. C'est le monsieur qui, en vacances, va à Gagnoa à côté. Il est bien chez lui. Donc, pour moi, cette libération, entre guillemets, lui permet d'une part de recouvrer un minimum de liberté, ce qu'il n'a pas quand il est à la Cour pénale. Et je pense qu'en fin stratège politique, il saura user de cette liberté-là, même s'il veut, il n'a même pas besoin d'être dehors pour perturber le pouvoir d'Alassane Ouattara. Et le président Gbagbo n'est pas un homme de brutalité. Pour ceux qui le connaissent, c'est pas un homme de brutalité. Même Blé Goudé qu'on prend pour l'homme de la rue, le général de la rue, chaud, on le croit brutal, ils ne le sont pas. Alors, les violences post-électorales de 2010-2011 ont forcément des auteurs. Si aujourd'hui, le bureau du procureur ou la CPI dans son ensemble dit Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, il n'y a pas suffisamment de preuves pour les retenir, qui donc doit porter, selon vous, la responsabilité de ces actes-là, de ces crimes-là qui ont quand même fait perdre à plus de 3000 Ivoiriens la vie. On sait souvent que dans ce type de schéma-là, soit les chiffres sont minorés, on sait aussi qu'il y a des victimes qui sont toujours en vie, il y a des gens qui ont été amputés, il y a des gens qui ont perdu un bras, il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent ni voir ni marcher. Donc, tous ceux-là qui réclament justice, qui réclament pardon, pas forcément que des gens soient enfermés, mais savoir ce qui s'est passé, être dédommagé, qui doit porter cette responsabilité-là, selon vous, Kofi Dia? Vous savez quoi? Le juriste consulte allemand, Iorin, a affirmé, sans coup férir, que la preuve est la rançon du droit. Et dans le cas d'espèce, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on ne va pas aller chercher les preuves dans une boîte de cristal. Nous sommes en présence d'une guerre civile. Et la guerre civile a opposé deux camps, deux partis, deux protagonistes. D'un côté, le camp Ouattara, et de l'autre côté, le camp Gbagbo. Lorsqu'on prend le cas Gbagbo, l'histoire rapporte que les pro-Gbagbo auraient constitué des escadrons de la mort. Et qu'ils auraient tué ou amputé les jambes à pas mal d'Ivoiriens. Lorsqu'on prend le camp Ouattara, Guillaume Soro aurait été le responsable des rebelles. Et de leur côté aussi... Des exactions ont été apportées. Ils ont attaqué et le camp Gbagbo a riposté. Donc, dans un cas comme dans l'autre, les responsables sont de véritables Ivoiriens. Mais les responsables directs ne sont pas encore retrouvés. C'est pourquoi la CPI a estimé qu'après la présentation ou la revue de 83 témoins, vu que le juge ne voyait pas venir des preuves tangibles, il a évoqué leur insuffisance et a estimé que Gbagbo doit être libéré. Donc, preuve de la vitalité de la CPI, selon vous? Qu'on veuille ou non, sur ce coup, même si tout porte laisse à croire qu'il aurait eu des mains invisibles qui auraient influencé le cours du procès, autant pour moi, j'ai senti quand même une vitalité de la CPI, dans la mesure où le droit a été dit, même si ce n'est pas trop tôt, parce que prendre 8 ans dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas négligeable. Avant de prononcer son acquittement. On a vu le cas aussi Jean-Pierre Bemba qui a passé une dizaine d'années, si je ne m'abuse, dans les geôles de la CPI avant qu'on ne prononce en appel son acquittement. Est-ce que la lourdeur aussi qu'il y a au niveau de cette Cour pénale internationale là, le temps que cela prend d'instruire les dossiers, est-ce que c'est quelque chose qu'il faille corriger? Je suis sûr que vous êtes partisan de ce que cette CPI là disparaisse. Quel est votre avis sur la lourdeur et le temps que cela prend pour, je dirais, instruire les dossiers et conduire tous ces procès-là au niveau de la Cour pénale internationale? Il est dit par les juristes eux-mêmes que le pénal prend toujours du temps. Donc, il appartient aux juges qui sont seuls responsables, n'est-ce pas, des constats qu'ils font
de juger de l'acquittement ou non d'un présumé, soit-il coupable ou non. Ouais. Mais dans le cadre de la CPI, oui, vous dites quelque chose de vrai. Moi, je ne suis pas pour cette cour-là, vous le savez. Pourquoi concrètement? Qu'est-ce que vous reprochez à la CPI? Déjà, je reproche une politisation à l'extrême, n'est-ce pas, du dossier Gbagbo. Je ne comprends pas qu'on parle d'acquittement. Et que, pas derrière, il ne doit pas trop téléphoner, il ne doit pas quitter telle zone. Ça a des restrictions qui ont une connotation politique. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas quasiment impossible d'aller chercher Laurent Gbagbo, rentrer en Côte d'Ivoire pour revenir à la CPI, répondre de charges qui lui sont reprochées dans un procès en appel l'Ecofidia? Je peux vous poser aussi la même question. Est-ce que techniquement, c'est pas difficile aujourd'hui d'aller chercher Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire plutôt qu'en Belgique où il est censé aller maintenant? Est-ce que ce n'est pas mieux de les avoir en Europe, proche de la CPI, pour revenir répondre à un certain nombre de préoccupations, de questions, que de les laisser rentrer en Afrique? Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi de la réelle politique? Je vous ai dit tout à l'heure que l'appel suspend l'exécution de la décision prononcée en première instance. Tout à fait. Ici, il ralentit presque la décision. Parce que ce n'est pas un acquittement absolu. La preuve, la Cour a estimé qu'ils doivent rester... C'est une libération conditionnelle. Ce n'est plus un acquittement. Ce n'est plus un acquittement. Ce n'est pas un acquittement. Voilà, ce n'est pas un acquittement, une liberté conditionnelle. Tout à fait. Puisque le bureau du procureur continue d'instruire le dossier. Tout à fait. Devant la cour d'appel, on va recommencer à zéro. On va juger en fait et en droit. Cela peut prendre des semaines. Cela peut prendre des semaines. Des mois. Des mois. Et donc, comme tu le dis, et c'est plus rassurant de l'avoir en Europe que de le laisser rentrer au pays où la passion risque de l'emporter et profitant de cette passion qu'il pourrait refuser. Se soustrait donc à la justice internationale. À la justice internationale. Or, et l'autre chose aussi, et compte tenu de ce que les choses ne sont pas totalement finies, le droit n'est pas totalement dit, et ce n'est pas aisé de courir ce risque-là, parce que c'est beau que les avocats de la défense aient pris les devants en donnant des garanties de leurs clients et en faisant paraître une once et de la bonne foi de leurs clients, mais comment est-ce que le bureau du procureur peut en être certain? Donc c'est pour éviter ces dérapages qu'on a estimé qu'il faut quand même restreindre cette liberté. Et c'est ce qui m'a fait dire que sur le terrain du droit, ils sont dans une prison à ciel ouvert. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui garantit qu'un Charles Blé Goudé, qui a quand même pris le maquis, qui a fui pendant des mois, des années, avant d'être retrouvé, ramené, Manu Militari à la CPI, va revenir pour un procès si on le laisse aller où il veut? Si nous allons dans les conditions dans lesquelles, sans être partisan, c'est juste une observation, de la fuite du leader de la galaxie patriotique vers le Ghana, c'était déjà pour des raisons de sécurité personnelle. Vous savez, qu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, tous les partisans de Gbagbo qui étaient pris à l'école, ils étaient traqués. Il y en avait qui ont perdu la vie, des membres, etc., etc. Ce sont aussi des victimes collatéraux de ce conflit. Tout à fait. Il fallait qu'ils se mettent déjà en sécurité. Et moi aussi, à sa place, j'aurais fait pareil, qu'ils n'auraient pas cherché à s'extraire de ce genre de conflit. Mais le fait qu'ils soient maintenant, je crois, sur la base des informations que j'ai, qu'ils se fassent enlever presque à Accra, ramener vers la Côte d'Ivoire et déporter vers la CPI, était aussi, n'est-ce pas, pour le régime en place, lié à des questions d'ordre de sécurité, sécurité nationale, n'est-ce pas? Le fait d'avoir Gbagbo, même à Korobo, à l'époque, était lié aussi à des questions de sécurité. Exactement. Et à un moment donné, le régime se sentait acculé. Il y avait des pressions qui venaient de partout et qui disaient qu'il fallait que Gbagbo ait des conditions de détention assez saines, respectables. Mais
Ce que ne garantissait pas forcément à l'époque la Côte d'Ivoire. Exactement. Et moi, je me suis réjoui de le voir extrait de la Côte d'Ivoire. Pas d'aller à la CPI, mais de le voir extrait. Quitter la Côte d'Ivoire. Parce que je sentais une fois de l'autre côté que les droits et garanties sur la personne humaine sont plus respectés de l'autre côté qu'Akorogo. C'était mon avis sur la question. Maintenant, quitte à voir que avec le procès actuel, il soit acquitté et qu'on demande qu'il rentre définitivement en Côte d'Ivoire, mais pourquoi pas? Bravo Laurent l'a toujours crié. Je ne sais pas. D'abord, qu'est-ce qu'il fait à Bruxelles? C'est ça, c'est son épouse qui est avec, je crois, un de ses enfants. Il demande qu'à rentrer à maman. Il a même déclaré, je crois, je vais m'acheter un nouveau matelas, je vais m'acheter un nouveau lit, etc. Oui, dans mon village, je ne sais qu'aller là-bas. Oui, mais est-ce que cela répond forcément aux questions de droit? Parce que Laurent Gbagbo qui rentre en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un Laurent Gbagbo qui est en Belgique. Non, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Laurent Gbagbo représente un mythe, c'est un héros aujourd'hui. Il n'a pas fallu que... Laissons même le cas Laurent Gbagbo. Regardez les 10 ministres qui sont rentrés. Il n'y a qu'à suivre. J'ai vu les images à la télé, le parcours, mais c'était des acclamations à tout, un peu partout. Il a confié. Non, il faut. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit mon vis-à-vis. Il faut éviter de nourrir l'applaudimètre. Et le fait de vouloir applaudir tout ce que Blé Goudé et Gbagbo ont fait, non. Le délit de fuite de Blé Goudé ne milite pas en sa faveur. Et les juges de la Coupe et de la CPI n'ont pas oublié. Et la fuite dénote de ce que vous reprochez quelque chose. Ce n'est pas pour rien que l'endroit, le délit de fuite est fortement puni. Et si, par le passé, il a essayé de fuir et qu'on l'a récupéré, on l'a envoyé au CPI, on l'a écouté, il s'est défendu comme un diable dans le bénitier, il a apporté des éléments de ce qu'il n'a pas les mains tachées de sang. Il n'a aucune goutte de sang sur ses mains. Il n'a aucune goutte de sang sur ses mains, mais indirectement, il les a forcément, parce que le connaissant très fougueux, il a dû inciter les gens à aller riposter, il a dû envoyer les gens au combat, il a envoyé les gens riposter. Non, il a tenu le discours. Non, attendez, le discours que vous tenez peut mobiliser les gens. Peut enflammer. On a vu un Charles Blé Goudé très va-t-en-guerre sur le terrain. Dans son plaidoyer final, il a bien demandé... Aujourd'hui, laissez-moi finir. Allez-y, la Kofi. Quand on va au Cameroun, pourquoi on a pris aujourd'hui le président du MRC à la personne de M. Maurice Kamto, un éminent professeur? C'est simplement parce qu'à Paris, en France, l'ambassade a été... Ils ont vandalisé, cassé. Et le lien juridique qu'on met en exergue pour retenir sa responsabilité, c'est que c'est le discours qu'il aurait tenu qui a motivé les militants à sortir dans la rue. Donc, vous pourriez avoir les mains tachées indirectement du sang, simplement à travers le discours que vous avez tenu. C'est pourquoi je dis non, à travers le discours que vous avez tenu, parce que vous avez des sympathisants, vous avez des passionnés derrière vous, et par amour pour vous ou par positionnement pour vous, ils sont prêts à en découdre avec ceux qui veulent vous empêcher d'être libre. Et donc, tous ces éléments ou tous ces indices concordants et pleinement ou partiellement ont dû amener le bureau du procureur a estimé qu'il ne faudrait pas accorder une liberté absolue à ces gens-là. Et nous sommes dans le cas d'espèce. Je vous ai parlé du plaidoyer du dernier. Oui. De Charles Blé Goudé. De Charles Blé Goudé. Mais il a demandé qu'on lui en apporte une preuve. Dites-moi, je parle du point de vue juridique sans être grand juriste. Amenez-moi une preuve ou une bande, ne serait-ce qu'une petite portion ou d'un discours que j'ai tenu qui incite à la violence. Oui, mais lorsque vous avez détruit, mais déjà... qui a détruit? Lorsque vous avez déjà détruit tout le matériel... Qui a détruit? Non, écoutez. Dites-moi. Moi, je veux juste savoir. Donc, tout le matériel électoral. Lorsque vous avez déjà détruit... Vous venez de dire que c'est l'ONU qui a fait l'ONU, j'ai précisé que c'est l'ONU. De la même façon... Les sympathisants peuvent détruire tous les éléments de preuve, les vidéos, tout ça là, parce qu'ils étaient déjà déposés à la CPI. Donc, de peur que l'histoire les rattrape ou que les faits les rattrapent, on a dû les détruire. Souleymane Hamzat, je voudrais en appeler au sens de responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé peut dire « je n'ai rien à me reprocher » dans cette crise-là, où on l'a quand même vu
je dirais, très fougueux, appelé à la mobilisation, appelé à ne pas se laisser faire. Est-ce que sur la base de ces appels-là, de ces discours-là, des exactions n'ont pas été commises dans son cas? On a vu des gens vandaliser sous prétexte qu'ils étaient des patriotes. On a vu des gens distribuer des armes. On a vu... Non, attention, ce qu'on dit là, il faut soyons réalistes. Charles Blé Goudé parle de lui. Lui, en tant que Charles Blé Goudé. Il a une responsabilité. Il a des responsabilités, certes, mais je dis et je répète ici, est-ce qu'il a été prouvé durant tout ce temps du procès qu'il y ait même 1 centimètre de vidéo, d'audio ou d'écrit où Charles Blé Goudé a incité, même à travers la galaxie patriotique, à la violence? Selon vous, non. Il a demandé, mais il a dit devant le juge, il dit, rapportez-moi une preuve, ne serait-ce qu'une minute. Ça n'a jamais été prouvé. Rapidement, nous allons finir avec parce qu'il est certain déjà de la disparition ou de l'extinction ou du dépérissement de ces preuves-là. Et l'autre chose que je m'avais dit et qui m'échappe parce que vous venez de dire, c'est moi qui l'ai dit. Et s'il n'avait pas la certitude que ces preuves auraient été cachées ou soustraites ou effacées par ses partisans ou ses éléments, il ne serait pas en train de le dire à haute et intelligible, voire à la CPI, comme c'est le cas. Écoutez, soyez un peu objectifs. Vous pensez vraiment que Blé Goudé n'a rien à voir avec tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire? Moi, je vous dis, moi, je vais être objectif. Je ne juge pas les gens sur des allégations. Moi, j'appelle ça des allégations. J'appelle ça... Non, vous voulez être... Laissez-le finir. Vous pensez vraiment que Guillaume Soro n'a rien à voir avec ce qui est arrivé là? Non, là où je suis différent de vous, je m'oppose à vous, c'est que moi, je prends les deux parties. Vous pensez vraiment que, surtout qu'on laissait fougueux, on laissait vraiment bouillant et boucan leur discours, leur électorat, là, ils les ont mobilisés et ils ont saccagé. Vous savez pourquoi? Et en droit, l'appel empêche l'exécution de la décision, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est encore mieux, parce que le juge d'appel aura la possibilité de juger en fait et en droit. On va continuer les instructions, on va continuer les enquêtes. Et on peut encore modifier les conditions de la liberté. Oui, on peut à tout moment déterrer les preuves qu'ils ont réussi à dissimuler pour l'instant, et on pourrait... qu'ils ont réussi à enterrer pour l'instant et qui leur donne droit à cette liberté partielle. C'est extrêmement grave. Et de ce que... Non. Ce que vous dites est extrêmement grave. Vous parlez de preuves enterrées. Ça veut dire que vous en savez quelque chose. Moi, j'en sais rien du tout. Je juge sur la base de ce que je vois et ce que j'ai entendu. Je juge sur la base du fait que quand le président Alassane Ouattara... Merci de me laisser la police des débats. Merci de me laisser la police des débats. Monsieur, la décision de la CPI satisfait Maître Paulina Massida, avocate des victimes dans ce procès. On a déjà eu quelques réactions de nos clients, les victimes qui sont à Abidjan, qui considèrent que c'est un certain soulagement parce qu'il y avait certaines craintes que Gbagbo Blé Goudé puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui on pourrait ou on devrait avoir peur du retour de Charles Blé Goudé de Laurent Gbagbo? Justement, il se joue là, n'est-ce pas, des élections de 2020. Actuellement. Si le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, et cela s'est vu sur toutes les chaînes, je n'invente rien. Moi, je regarde la télé, j'ai des amis là-bas, je pose des questions. Il jouit d'une certaine popularité qui ne dit pas son nom. Et le simple fait, quand Bédier, le camp Soro, prennent contact avec lui, alors qu'il était encore à la CPI, pour les élections de 2020, mais il y a des non-dits. Le camp Ouattara se trouve complètement isolé aujourd'hui. Quoique, bon, on a refait un autre parti qu'ils ont appelé parti unifié. Je sais pas. Mais le rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie. Pour la démocratie. Mais tout le reste s'est mis de côté. Soro, il a dit, cette fois-ci, c'est non, clair. Non, il ne l'a pas dit. Non, il ne l'a pas dit, non, même si cela se pressent. Non, laissez-moi finir. Il a dit, et c'est clair, moi, je pars du RHDP. Non, il n'a pas encore dit.
si. Il ne l'a... Mieux pour le Congrès, où il devait y aller, il s'est fait représenter. Oui, mais... Et depuis un certain temps... Il a longtemps été absent au Congrès. Et depuis un certain temps, il se dit même qu'il va démissionner. Il se dit... Non, le président, peut-être que vous n'aviez pas l'information, le président Alassane Ouattara a confirmé que Guillaume Soro allait démissionner de son poste. Il y a une dicton de chez nous qui dit que l'eau la plus fraîche est celle qui sort de la bouche de la cellule. Voilà, donc vous attendez peut-être que Soro le dise. Mais Soro n'a pas encore... En politique, il faut être toujours attentif. Oui, mais pour l'heure, Soro n'a pas officiellement confirmé quoi que ce soit. Il n'a pas encore pris la parole. On va retenir ça. C'est ce à quoi... Donc, selon vous, c'est la bataille de 2020 C'est la bataille de 2020 qui se joue là. Et si on ne permet pas au président Gbagbo et éventuellement à Charles Blé Goudé de revenir sur le terrain, moi, je ne suis pas dans la logique du Gbagbo président à tout prix. Non. Ah non, je suis clair dessus. Mais il se pourrait que on soit en train de bloquer aussi la voie à Soro Guillaume, qui est jeune, n'est-ce pas, ou à Charles Blé Goudé aussi, qui a des potentialités. Voilà. Aujourd'hui, il est confident. On a l'impression que Charles Blé Goudé, il n'y a pas beaucoup de gens qui se bousculent pour le récupérer déjà, parce que visiblement, la Belgique n'est pas très enclin à le prendre. On a l'impression qu'il a de la famille en Suède. On ne sait pas finalement où il ira. Sa sœur qui est en Suède. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, je dirais, ce peu d'engouement à vouloir prendre quelqu'un comme Charles Blé Goudé? Il n'est pas crédible. Le délit de fuite est à son actif. Et il voulait aller au Ghana. Je crois qu'il aura la possibilité d'aller au Ghana. Peut-être qu'un État africain pourrait le recueillir. Mais ce que je m'avais dit, c'est que le jugement est frappé d'appel. Et l'appel a été interjeté dans les formes et les délais. Et par conséquent, les implications juridiques de cette... sont tentaculaires. Et ce n'est pas les humeurs dégagées par mon vis-à-vis qui vont bousculer les choses. Les preuves sont enfouies forcément quelque part. Et s'il faut aller les déterrer, on va aller les déterrer pour retenir la responsabilité. Vous faites ça depuis 8 ans. Pour retenir la responsabilité des vrais auteurs. Voilà. Je voudrais vous poser aussi une autre question. Est-ce que pourquoi devrait-on craindre un possible retour de Charles Blé Goudé de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Oui, là, nous quittons le terrain du droit pour le terrain purement politique. Parce que la Côte d'Ivoire, la carte politique de la Côte d'Ivoire est très logique. Il y a Bédié, il y a Ouattara et il y a Gbagbo. Et il y a une haine nationale qui nourrit ces trois personnalités, dont le tronc est Houphouët. L'héritage de Houphouët a été poursuivi par Ouattara. Mais entre-temps, l'élément perturbateur, c'était Laurent Gbagbo, que l'on tente d'encenser aujourd'hui comme étant un véritable panafricaniste. C'est vrai que ses idéaux sont justes dans la mesure où lui il a voulu traiter d'égal à égal avec le président français. Ça ne s'est pas passé. Et ils l'ont piégé et ils l'ont réduit à cuillère. Et de l'autre côté, on a Bédié, qui a également un héritage de Houphouët. Mais aujourd'hui, il y a un malentendu, un quiproquo entre les deux héritiers d'Houphouët, dont l'un tente de rattraper, de rallier Gbagbo à sa cause pour faire partie et Houphouët. Vous voyez, donc on sent une guerre fratricide dont la Côte d'Ivoire n'a pas besoin. Encore qu'on sait que le FPI, je ne vous arrête pas, le FPI et le président Ouattara ont déjà, dans un passé politique en Côte d'Ivoire, été ensemble. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui un triumvirat où tout le monde a traité avec tout le monde à un moment historique en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est celui qui nourrit tout ça. C'est la France qui a un intérêt principal à la Côte d'Ivoire, le cacao. Voyez-vous? Selon vous, donc ce n'est qu'un intérêt politique et économique. Et qui instrumentalise ces trois individus. Mais celui qui n'a pas réussi à avoir, c'est Laurent Gbagbo. Celui qui n'a pas accepté la cause de la France, c'est Laurent Gbagbo. C'est pourquoi il a connu tout ce qu'il a connu là. Même si les gens auraient laissé entendre qu'entre-temps, pour les apaiser, il aurait financé partiellement la campagne de Chirac. Et ça n'a pas... La mayonnaise n'a pas pris. La mayonnaise n'a pas pris. Et du coup, la rentrée de ce Gbagbo-là, qui a dit les peuples africains sont du côté de la victimisation. Et donc, le peuple ivoirien voit Gbagbo comme étant une victime
8 ans de sa vie. Vous voyez, donc on veut élever la victime à un rang, à un grade que lui-même n'espère plus. Du coup, cela pourrait ressusciter une tension entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. Est-ce que... pour éviter cette exagération politique, pour éviter que le sang coule à nouveau au pays, bon, le droit a été dit dans un sens. Pour arranger tout le monde. Pour arranger tout le monde ou pour ralentir cette violence qui pourrait arriver. Résultat, je vous ai dit, quand le droit s'estompe, c'est la violence qui vient. Donc, pour le moment, le droit a été dit et respectons le droit dit par la Cour pénale et la Cour pénale internationale. Mais l'idéal aurait été qu'aujourd'hui, à ce jour, et il est temps, après 60 ans de dépendance des États africains, qu'au lieu d'une Cour pénale internationale, que l'on ait une Cour pénale africaine. C'est simplement parce que les États, les dirigeants constituant l'Union africaine ne se voient pas à dire... Diriger un État, c'est une question de rapport de force. Nos dirigeants que nous voyons là, quand ils deviennent chefs d'État, ils deviennent malheureusement disciples de nos colonisateurs. Et c'est dommage. Et c'est tout ce que l'on peut reconnaître à Gbagbo, qui n'a pas permis ça, mais qui a voulu que la Côte d'Ivoire se développe. Bon, mais comme lui... Est-ce qu'aujourd'hui, Souleymane Amzat, on doit continuer à parler de Bédié candidat, Ouattara candidat, Gbagbo candidat? Est-ce que ce n'est pas le temps d'envoyer une jeunesse qui a des compétences? Je pense notamment à Guillaume Kibafori Soro, je pense au ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, je pense, pourquoi pas, à Charles Blé Goudé, si il est restauré politiquement et qu'il prend l'étoffe et les moyens d'aller à la conquête du pouvoir d'État. Est-ce que ce n'est pas le temps pour les dinosaures politiques de se retirer pour laisser la place à la jeune classe politique qui a longtemps appris à leur côté et qui a pratiquement fait toutes les chambres et les chapelles politiques en Côte d'Ivoire, comme ceux que je viens de citer? De toute manière, il se joue même un conflit générationnel. Dans la plupart des chapelles politiques. Actuellement, tout à fait. Politique. Quand vous voyez Bédié appeler Soro chez lui à Gagnoa pour discuter de ce que je ne dis pas ici. À Daoukro. Pardon. À Daoukro. Gagnoa, on est tellement fixé là-bas. Donc, c'est ça. Il y a des non-dits. Quand vous voyez Ahmed Bakayoko, qui n'est pas un déméritant du tout, il a de la compétence. Il a fait ses preuves. Qui veut rentrer dans la course? Mais c'est aussi, oui, il faut qu'il faille que les aînés décident, n'est-ce pas, de se mettre en dehors un peu de ce jeu un peu politique et de représenter ce que nous réclamons de tout part, être les sages de l'Afrique. Mais si on veut de tout temps avoir la marmite entre ses jambes, je pense que c'est eux qui vont pousser peut-être à un troisième conflit. Voilà, mais pas le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. On a aujourd'hui le président Alassane Ouattara qui est toujours président du RHDP. Est-ce que nous partons vers une nouvelle candidature du président Ouattara pour 2020, selon vous, selon l'analyse politique? Je vous l'avais dit sur ce plateau. Lorsque Ouattara avait dit qu'il prépare la relève, qu'il ne compte plus ambitionner un troisième mandat, je vous avais dit, il a dit, mais il ne va pas le respecter. Mais ça est en train d'arriver. Et la libération sous condition de Gbagbo le conforte encore plus dans cette opposition. Parce que si Gbagbo va rentrer, Ouattara va se représenter. Voilà. Mais si, entre-temps, Gbagbo ne rentrait pas avant 2020, Ouattara pourrait penser à se faire représenter par un de ses dauphins. Oui, mais pourquoi aujourd'hui on a l'impression que Guillaume Soro ne fait pas office ou n'a pas l'onction d'Alassane Ouattara pour peut-être ce dauphinat-là? Puisque lui-même, il a dit, Guillaume Soro va démissionner de son poste de président de l'Assemblée. Cela veut dire qu'il y a du rififi entre les deux personnalités aujourd'hui, visiblement. Pas visiblement. De façon constatante, nous sommes surpris de constater que la lune de miel a pris fin très tôt entre ces deux hommes-là. Et c'était prévisible parce que ce même Guillaume Soro avait servi Gbagbo en temps et avait souhaité même le rencontrer à la CPI.
pour lui présenter, pour Demander pardon. Pour demander pardon. Tout à fait. Bon, donc ça veut dire que ce qu'il espérait chez Ouattara, il n'a pas eu. Et il a commencé par compter quelques regrets. Et du coup, Ouattara ayant constaté la chose, a essayé, a tenté de le mettre en difficulté, déjà en déposant son alter ego. Son chef du protocole. Aujourd'hui, c'est un député proche de lui qui a été condamné à 1 an de prison. On a aussi l'impression que la Côte d'Ivoire a peut-être des difficultés au niveau judiciaire. On a des affaires comme ça qui sont conduites, notamment l'empêchement de l'installation du maire du Plateau, qui est quand même un PDCI, parce que visiblement, on n'a pas l'impression de laisser les gens travailler. Est-ce que ce n'est pas un risque aujourd'hui qu'il y ait, puisque plusieurs avocats ont aussi manifesté et ont demandé à ce que les juges soient indépendants en Côte d'Ivoire? Aucun État africain ne respecte le principe de la séparation des pouvoirs. Aucun? Il n'y en a aucun? Aucun. Selon vous? Aucun. Tel que Montesquieu l'a défini. Il faudrait que le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir judiciaire d'un côté, le pouvoir exécutif de l'autre et le pouvoir législatif de l'autre. Le pouvoir législatif est supposé être un pouvoir, un contre-pouvoir. D'où leur fonction principale, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Mais combien de députés avez-vous vu en Afrique, de la majorité présidentielle, contrôler l'action de leur chef? Quand on prend l'exécutif, il se croit être le super chef. Et il veut contrôler aussi bien le judiciaire que le législatif. Il veut faire même ça sur le judiciaire. Or, le judiciaire, c'est une maison de droit, et là, on ne dit que le droit. L'autorité du juge, c'est la loi. L'autorité du juge, c'est le code. Mais comme on sait que le juge a la faculté de faire œuvre prétorienne, c'est-à-dire de créer le droit, on tente de réduire leur indépendance à travers les nominations. Qu'on veuille ou non, de façon théorique, l'exécutif tient un peu le judiciaire dans la mesure où l'exécutif, c'est lui qui nomme le chef du judiciaire. Et il utilise cette possibilité que lui a donnée la loi pour les fragiliser. D'où l'indépendance, loin d'être absolue, elle est relative. Et ça fausse tout le chemin. Aujourd'hui, pour ce débat-là. Si vous m'accordez 2 minutes. Allez-y, rapidement. Je rebondirai rapidement en 2 minutes sur la dernière question. Tout est parti de la révision de la Constitution. C'est que vous savez qu'avant cette révision, Soro Guillaume était le 2e personnage de l'État. Aujourd'hui, il en est le 4e, je crois. Tout à fait. Tout est parti de là. Il s'est senti écarté. Et à partir de là, plusieurs ministres, et à partir de là, de lui, les proches de lui ont commencé par être arrêtés, d'autres envoyés en prison. Et ça continue à ce jour. Vous voulez qu'il ne soit pas dans dans la loi de causalité, de cause à effet. Il remarque, il réagit, et en fonction de cela, son silence. Vous savez, en politique, quand on a un maintien silence, ça parle. Ça parle. Vaut mieux entendre le bruit des feuilles que de voir l'arbre lui-même tomber. Donc, Soro Guillaume est sûrement dans une stratégie qui ne dit pas son nom. Candidat pour 2020? Exactement. Ah oui, je crois. À voir ce qu'il fait, les actes qu'il pose, je pense qu'il est dans cette logique-là. Et en conclusion, pour ce débat, je souhaiterais de vive voix, en tant que panafricaniste, que le président Koudou Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, en attendant la suite ou non du procès, puissent recouvrer totalement leur liberté. Voilà. Ça, pour nous, ce n'est pas discutable. Et d'autre part, que le gouvernement ivoirien fasse des concessions par rapport au retour au dialogue, et qu'il y ait la paix, que les Ivoiriens se parlent et qu'ils arrivent à un consensus où, n'est-ce pas, les uns et les autres puissent pardonner, comme ce fut le cas en Afrique du Sud, et que la Côte d'Ivoire retrouve sa sérénité. Voilà, le ministre de la Communication l'a dit et réitéré, il y a forcément des discussions qui vont être engagées ou qui sont déjà engagées pour permettre, pourquoi pas, à Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire si cela advenait qu'il ait la possibilité de retourner, puisque forcément Laurent Gbagbo est ivoirien, puisque forcément Charles Blé Goudé est ivoirien,
puisque forcément, tout le monde est ivoirien et autour donc de la Côte d'Ivoire unifiée, c'est le seul mot d'ordre possible. On espère que 2020 ne va pas réchauffer les tensions dans un camp comme dans l'autre, puisque un pays uni, un pays fort et ensemble, c'est l'aspiration de tous. Mesdames, Messieurs, ce sera déjà tout pour ce débat. Ce sera déjà tout pour ce débat. Il est Kofidia. Le temps est parti à cette émission. Oui, je voulais totalement juste répliquer en lui disant que le droit a été dit et le droit est loin d'être un catalogue de vœux et d'humeurs. Dégager ça et là. Et il faudrait que l'on retrouve les éléments de preuve enfouis sous terre. Vous les cherchez depuis 8 ans, vous les avez jamais trouvés. Voilà, vous êtes Hilaire Kofidia, juriste, analyste politique. Face à vous, Souleymane Hamzat, spécialiste des questions de protection et de sécurité, président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Messieurs, merci, à très bientôt pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.